Bonjour à tous. Je pense que tu vas être le 19e ou le 20e invité, Benoît, et je serais Cool. content de te recevoir aujourd'hui. Merci. Tu es donc Benoît Gantom de Artisan Développeur. Est-ce que c'est comme ça qu'on te présente aujourd'hui? Je sais pas, en tout cas, c'est une de mes facettes, ouais. Et la facette publique qui publie des choses et qui produit du contenu, ouais, c'est sous Artisan Développeur. Ouais. Et du coup, produire du contenu, moi, je trouve ça super intéressant et je voudrais bien qu'on prenne le temps de réfléchir à quoi ça sert pour les développeurs de produire du contenu aussi. C'est un des sujets que je voudrais aborder avec toi. Je vais commencer avec la question classique. C'est quoi un développeur en 2021 d'après toi, Benoît? C'est quoi un développeur en 2021? Je pense que c'est un gars qui se sert de tout son cerveau et pas juste de la partie qui écrit du code. C'est un gars qui se sert de tout son cerveau pour comprendre le besoin de son client, pour chercher des solutions, pour à un moment donné l'implémenter évidemment, pour interagir avec ses collègues, parce qu'aujourd'hui un développeur seul c'est de plus en plus rare, je pense, et en tout cas les plus gros projets à un moment donné nécessitent forcément de sortir du mode solopreneur ou indiepreneur, même si c'est très bien et c'est un mode que j'adore, mais je veux dire le gros du marché à mon avis c'est en équipe. Donc c'est quelqu'un qui sait réfléchir en équipe aussi, et c'est déjà pas mal, non? Ouais, c'est déjà super. Il y a beaucoup de choses. Il y a le fait d'être, que ce soit un métier intellectuel, on résout des problèmes et on utilise aussi cet intellect pour communiquer, échanger. Et tu parles beaucoup de s'organiser en équipe dans cette réponse. Est-ce que ça marche aussi pour comprendre le métier et le besoin de savoir communiquer? Ouais, complètement, ouais, je pense, ouais. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, en fait, je vois les entretiens, tu vois, aujourd'hui c'est très drôle parce que les entretiens d'embauche vont beaucoup. L'impression que j'ai, parce que j'en ai pas passé des masses. Dans les entretiens, il y a toujours ce moment où tu as un espèce de test algorithmique, parce qu'en fait, il faut bien tester. Enfin, il faut bien avoir un échantillon de ce que la personne est capable de faire et de voir et de se rendre compte et de voir comment elle réagit, comment elle interagit. Je suis toujours amusé de ça parce qu'en fait, dans la réalité du quotidien d'un développeur, à mon avis, la partie algorithmique, pour 99% des développeurs, elle est réduite à sa plus simple expression, quoi. Et c'est quelque chose que tu fais rarement, voire jamais, ou 3 fois dans l'année, parce que tu as un petit bout de code où tu as 2 listes à trier, à combiner d'une manière un peu spéciale, et c'est la fête, et tu peux ressortir ton bouquin d'algo. 99% du métier, c'est de la communication, quoi. C'est comprendre ce que tu vas faire, t'organiser, te synchroniser avec les autres pour être sûr que ce que tu vas faire va dans le bon sens, que ça soit cohérent, que tu vas pas te marcher les uns sur les autres, que tu vas comprendre ce qui se passe, communiquer, échanger. Et alors 99%, j'exagère un peu parce que il y a un moment donné où effectivement tu vas coder, mais je pense que c'est la partie vraiment où tu codes, je sais pas, c'est peut-être moins de 50% du boulot, quoi, je pense. Je sais pas, qu'est-ce que t'en Je penses? suis assez d'accord. Je pense que ça dépend des gens et il y a un peu de tout sur le marché et ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui ont envie de passer 80% de leur temps à coder et d'autres qui ont envie de passer 20% de leur temps à coder. Et sinon, on serait tous pareils, on aurait tous la même, on serait tous si on passait tous 90% de notre temps à coder, on serait tous monochroniques et très peu d'entre nous seraient extravertis, je pense. Donc il y a de la place pour tous. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une place, il y a une compétence. J'avais pas ce sentiment. Est-ce que c'est moi qui ai évolué ou est-ce que c'était moins marqué à l'époque? J'en sais rien. Quand j'ai démarré il y a 20 ans, j'ai l'impression qu'il y a des compétences, tout ce qui est soft skill aujourd'hui est devenu essentiel. Et je sais pas si c'était autant valorisé avant ou en tout cas autant nécessaire. Mais aujourd'hui, je dirais une équipe qui sait pas échanger, communiquer, je pense qu'elle va dans le mur, en fait. J'ai l'impression aussi que tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, l'IT était moins considéré de manière générale, et donc les développeurs étaient moins considérés, donc on les planquait derrière des systèmes de tickets avec des specs bien faites, et on leur demandait juste d'écrire les lignes de code, alors qu'aujourd'hui, les développeurs, on a plus de considération d'eux, donc ils peuvent être plus proches du métier, ils peuvent définir les specs. Le mouvement agile cristallise ça, mais je pense qu'il y a quelque chose de fond derrière, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais séparer. Mon expérience, moi, je suis tombé dans la marmite de la startup dès le début. Donc, au contraire, on était plutôt un peu des stars parce que on venait soutenir des boîtes qui levaient des millions. En tout cas, dans l'univers que j'ai connu. Donc, j'ai pas connu ce manque de considération du tout. Par contre, de par mon métier de conseil,
et d'accompagnement, parce que je fais aussi du conseil en entreprise. Je vois beaucoup d'endroits qui réfléchissent comme ça et je suis malheureusement pas convaincu que ça ait beaucoup changé en 20 ans en fait. Je suis triste. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'endroits où le développeur n'est pas considéré, c'est juste un centre de coût. Tu vois, et là, je discutais avec un gars qui s'appelle Julien Delange. Il me disait il y a une vraie différence de considération culturelle. Aux US, par exemple, un développeur, c'est un centre de profit. Enfin, je veux dire, c'est un gars qui va apporter des idées, des choses. En France, c'est un centre de coût, en fait. Tu coûtes de l'argent en tant que développeur. Il y a beaucoup moins cette culture d'un développeur, c'est quelqu'un qui rapporte. C'est quelqu'un qui va amener de la valeur. C'est pas quelqu'un qui coûte de l'argent juste à l'entreprise, quoi. Et ce mindset, malheureusement, dans l'entreprise qu'il a, tu peux être agile comme tu veux. Hein. Si y a ce mindset, tu le gardes, quoi. Parce que des frameworks qui sont implémentés, des frameworks agiles qui sont implémentés à l'envers, il y en a en pagaille. Tu sais qu'il y a aussi un autre truc très différent en Amérique du Nord que j'ai pu voir moi, c'est que les jeunes qui sortent de l'école, on leur demande ce qu'ils ont appris à l'école et on a la considération. Et ça, c'est dans le storytelling, il y en a sûrement plusieurs des storytelling et la réalité, c'est sûrement un mix de tous les storytelling. Ça vient de la conquête spatiale. Et en fait, les Américains, c'est un pays où il n'y avait pas de gens éduqués au moment de la conquête spatiale. Donc, on a dû éduquer des gens recrutés à l'étranger, etc., pour la conquête spatiale. Et dans le centre de commande de Houston, la moyenne d'âge, c'était 26 ans. Parce que les gens les plus compétents pour envoyer des gens dans l'espace, c'était des gens qui sortaient de l'université. Et ça reste, tu vois. Quand tu arrives en entreprise, on te dit, OK, on va prendre un jeune université pour savoir qu'est-ce qui s'apprend de nouveau à l'école, tu vois. Et ça, je l'ai jamais retrouvé en Europe, en vrai. Écoute, moi, pour ce que je connais en France, c'est pas là. Tu vois, t'es jeune, t'es pas crédible, quoi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Il faut que tu fasses tes preuves et un peu un manque de crédibilité. Après, le métier de dev, j'ai l'impression que c'est un peu un ovni, tu vois. C'est un métier qui est plus jeune parce que de toute façon, les vieux développeurs qui réussissent leur carrière, ils deviennent chefs de projet, c'est bien connu. Donc, bon, c'était ironique, hein, s'il y avait besoin de... Tu vois, dans la considération des développeurs, ce qui est intéressant, c'est de regarder à un moment donné la considération par le salaire. Oui. Aux US, c'est commun que des bons développeurs gagnent plus que leur manager. Trouve-moi des cas où c'est le cas en France, en fait. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, tu vois. Ouais, et souvent, ils en font pas la publicité, malheureusement. Bah, c'est-à-dire qu'ils se mettraient les chefs de projet à dos. Bah, c'est une forme de sobriété aussi. Les entreprises qui rémunèrent bien, elles en font pas la publicité. Il y a une vraie sobriété en termes de marque employeur. J'aimerais bien convaincre mes clients que, bah ouais, expliquez-le que vos développeurs, ils peuvent toucher 80K parce qu'en fait, votre concurrent direct à côté, il les paye que 35. Donc, pourquoi ne pas publier vos salaires, quoi? Non, mais complètement. Mais je pense qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui est capable de valoriser, une boîte qui est capable de valoriser vraiment les profils tech, elle a un avantage compétitif énorme. En coaching, ça m'arrive d'avoir des gens qui en fait sont devenus managers parce que c'était le seul moyen d'évoluer. Et en fait, ils se rendent compte que ce qu'ils aiment vraiment faire, c'est le dev. Donc tu passes d'un métier où tu étais bon, où tu t'éclatais, à un métier où tu deviens mauvais et où tu n'aimes pas forcément ça, qui est le management ou l'encadrement de projet. Parce qu'en fait, c'est le seul moyen d'évoluer, de progresser, d'améliorer ton confort matériel et d'avoir le sentiment d'avoir de la reconnaissance. Alors heureusement, c'est en train de changer. Hein. Je crois qu'il y a une vraie vague de culture anglo-saxonne qui arrive. En tout cas, dans mon écosystème, dans mon univers qui est plutôt startup, c'est clairement en train de bouger. C'est quoi, du coup, toi, tu as travaillé dans une startup avant. Agilidé, c'est une PME de l'IT, on peut dire ça? Ouais, Agilidé, c'est une boîte que j'ai créée il y a 10 ans. C'est une petite ESN, quoi, on est 4. Et aujourd'hui, tu répartis ton temps entre Agilidé et artisan développeur? Ouais, absolument. C'est dans quel type d'entreprise, enfin, qu'est-ce qu'il y a de chouette de travailler dans une ESN, dans une petite ESN comme AGD, et qu'est-ce qu'il y a de chouette de travailler en startup? Qu'est-ce que tu as aimé dans les deux expériences en les comparant, en les mettant en regard? Aujourd'hui, j'ai juste changé de posture en fait, parce qu'en fait, mes clients sont essentiellement des startups. Donc, en fait, ça fait 20 ans que je grenouille dans l'écosystème de la startup. Par contre, je peux te dire, ce qui est sympa dans le changement de posture, c'est que la startup, pour moi, c'est un peu la ruée vers l'or. Et t'as ceux qui achètent des concessions et qui vont creuser et qui rêvent de gloire.
Et puis, tu as ceux qui vendent des pelles et des pioches. Et moi, j'ai fait le choix d'être le vendeur de pelles et de pioches pour financer un jour peut-être ma propre concession. C'est comme ça que c'est comme ça que je suis arrivé au marché. Donc en fait, je vis un peu l'exaltation de la ruée vers l'or, mais en sachant que je deviendrai jamais riche, comme peut le devenir une startup, mais en ayant un modèle qui est quand même beaucoup plus stable et où je suis pas dans une espèce de déséquilibre permanent en avant. Donc je le vis, mais indirectement au travers de mes clients. Donc personnellement, c'était plus confortable et ça me convient mieux. Et de temps en temps, quand on a un peu d'argent, on s'achète une concession et on va voir s'il y a un peu d'or dessus. Donc si on illustre la métaphore par des choses concrètes, l'idée avec Agilité, c'était de créer à la fois des compétences, d'acquérir des compétences au travers des développeurs qui font partie de l'entreprise, d'acquérir des fonds, des moyens pour financer des projets. On en a financé plusieurs, 3 qui ont été comment on dit, soit tu réussis, soit tu apprends. On a beaucoup appris. Et tout cet apprentissage, voilà, il y a un 4e projet qu'on a financé qui s'appelle Artisan Développeur et qui commence à décoller. D'accord. Agilité, tu l'as monté à une époque où c'était la vague de l'agilité, comme tu me disais en prépa. 2010. Ouais. C'est quoi la vague de l'agilité? Moi, je l'avais pas vue. À quoi ça ressemble, cette vague de l'agilité? Ah, ça ressemble qu'avant, tout le monde travaillait avec un bon vieux cycle en V. Et que j'ai l'habitude de dire que si déjà les gens travaillaient bien en cycle en V, les choses auraient été déjà beaucoup mieux. Parce que le cycle en V, il est critiquable à plein d'égards, mais ça reste un cadre qui est pas efficace, mais qui peut fonctionner, quoi. Mais c'était déjà implémenté souvent de travers. Et si tu veux, l'agilité est venue à déferler un peu comme une vague. Moi, j'ai commencé l'agilité en 2001-2002 dans les universités. Quand on avait des stagiaires, on nous regardait avec des yeux bizarres, tu vois, en mode un peu chelou. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? C'est pas des gens sérieux. Et 2010, c'est les profs qui m'expliquaient ce qu'était l'agilité. Vous foutez de ma gueule ou bon, non, ça va, ok, ils ont l'air contents. Le plus important, c'est qu'ils soient contents. Donc t'as vraiment ce moment où toutes les entreprises, il y a eu une espèce d'engouement, d'effet de mode. Il y a clairement un truc, c'est que l'agilité, en fait, est venu répondre à un vrai besoin de société. Et que la société accélère, on a besoin d'aller vite, on a des time to market qui se compressent, on a besoin de feedback. On se rend compte que investir des millions pour savoir si l'idée elle était bonne, c'est peut-être pas optimal d'un point de vue financier, on peut faire mieux que ça. Et si tu veux, avec ce courant du lean startup, de l'agilité, tout ça est venu beaucoup chambouler les choses. En tout cas, chambouler, il y a une espèce de vague qui est arrivée. Et c'est là qu'après, les entreprises ont chacune se sont appropriées la chose de manière très différente. T'as celles qui ont vraiment absorbé le truc et qui ont commencé à se transformer pour de vrai, en transformant leur culture, en transformant leur manière de fonctionner, en transformant leur organisation. Et puis t'as toutes celles qui ont juste fait du Canada Dry, ils ont repris la terminologie et puis fondamentalement ils ont rien changé. Et entre les deux, tu as tout un spectre, tu vois, tu as tout un spectre de transition plus ou moins réussie, plus ou moins ratée, qui amène, à mon sens, quand la transition est ratée, amène à des vraies difficultés ou à des vrais jeux de double contrainte douloureux pour le développeur, tu vois. Parce que tu te retrouves avec les vieux paradigmes de tu dois livrer à telle date, telle chose, avec un espèce de faux semblants de liberté et avec surtout un cadre qui explose où on t'explique que non, mais l'agilité, ça va, on peut changer d'avis quand on veut. Donc, en tant que développeur, tu te retrouves avec un truc qui devient hyper instable, hyper fluctuant, un contexte qui bouge tout le temps. Et je pense que c'est pire qu'avant, en fait, tu vois. Je pense qu'il y a des cas de transition où c'est pire qu'avant. Et d'ailleurs, tu vois, on en arrive aujourd'hui, on est en 2021, on en arrive au moment où ça y est, on a le vrai gros contre-coup de bambou. J'ai commencé à avoir des critiques qui commencent vraiment à sortir il y a 3 ans, tu vois. Il y a 3-4 ans, les gens qui commençaient à adober sur l'agilité, ils passaient pour des moutons galeux, pour des Cassandres. Et aujourd'hui, tu as une espèce de divorce qui a eu lieu entre les développeurs et l'agilité, le mouvement agile, qui a été consommé et acté par plusieurs, on va dire, figures du mouvement chez les devs, de différents mouvements.
en tout cas du craft pour ce qui me concerne, où on s'est rendu compte que, si tu veux, à la base, l'agilité, c'est créé dans l'univers IT et on mélange des enjeux d'organisation et des enjeux techniques. Et si tu regardes d'ailleurs le manifeste agile, qui est un peu la pierre de rosette du mouvement, tu as les 4 principes, mais tu as surtout les 12 pratiques. Et dans les 12 pratiques, je crois que tu en as, au moins, j'ai pas le chiffre en tête, mais 6 ou 9 qui te parlent de technique. Sauf qu'à un moment donné, toute la partie, on va dire, management, chefferie de projet, s'est approprié le framework et est venu complètement phagocyter la communauté. Un bon exemple de ça, c'est au début, la conf Agile France s'appelait XP Days. XP, qui est un mouvement très technique, où la tech est clairement au cœur de l'approche, et a été renommé Agile France ou un truc comme ça. Et si tu regardes bien, il y a même eu un moment où dans toutes les confs Agile, il y a 1 an ou 2, tu n'avais plus aucune conférence technique. Donc il y avait vraiment eu un espèce de divorce entre les deux communautés. Et aujourd'hui, les techs, tu vois beaucoup de gens daubés sur l'agilité parce que ça a été mis de manière catastrophique en œuvre dans les entreprises, quoi. Parce que l'XP, c'est l'extreme programming, c'est la méthode qui est tirée du monde du jeu vidéo, on est d'accord? Du jeu vidéo, j'en sais rien, qui a été fondé par un gars qui s'appelle Ken Beck, qui a été pensé et on va dire pensé et diffusé par un gars qui s'appelle Ken Beck, expérimenté avec tout un groupe de gars qu'il a joué. Je sais pas, je crois pas que ça vienne spécialement du jeu. J'en sais rien si ça vient. Quand on me l'a présenté à l'université, on m'a dit c'est très utilisé dans le jeu vidéo. Tu vois. Ah, peut-être. C'est pas péjoratif. Non, peut-être, ok. Non, je sais pas. Et attends, parce que du coup, dans les jeux vidéo, en fait, ils ont une façon de coder où ils font plein de petites releases, et la dernière release, ils la fixent et ils la ship. Et ça c'était une époque où le jeu vidéo, on avait des galettes et on pouvait plus faire de mise à jour après, et donc on s'en foutait de la qualité du code, on n'avait pas le refactorer 2 ans après, tu vois. Du coup, l'image que j'ai de l'XP, c'est on release tous les jours, comme ça il y a des gens qui peuvent toujours tester une version et on bug fixe, on améliore, on rajoute des choses tout le temps, tu vois. En fait, quand tu parles de bug fixe, ça me donne l'impression un petit peu, tu vois, qu'on a produit un truc qui a besoin d'être fixé. Dans l'XP en général, tu évites les bugs, quoi. Mais sinon, sur le principe, oui, on va venir réaliser fréquemment. Et le deuxième... Parfois, plusieurs fois par jour, en fait. Et on m'a aussi présenté, quand j'étais à l'université, le fait que le pair programming, c'était typique de l'XP. Ah, ça oui, par contre. Oui, tu as, dans l'extreme programming, tu as, on va dire, tu as 2 pratiques cœur qui sont encore différenciantes, parce que les stand-up, c'est plus trop différenciant. Le collective ownership, c'est plus trop différenciant. Aujourd'hui, je pense que c'est assez acté dans pas mal d'entreprises que tout le monde est copropriétaire du code. En fait, tu vois, il n'y a pas de chasse gardée ou d'espace où il y a que tel développeur qui a le droit de toucher au code. S'il y a encore ce genre d'espace qui existe, je pense qu'ils vont pas tarder à mourir. Mais donc, tu vois, ces choses-là sont passées de manière diffuse. Tu as encore 2 pratiques qui sont assez segmentantes, différenciantes. C'est le binômage, c'est-à-dire le fait d'être à 2 derrière un clavier. Alors, c'est pas très Covid, mais quand on peut le faire en visio. Voilà, c'est quand même moins, c'est différent, mais ça marche aussi. Donc, tu as le pair et le TDD. Qui restent 2 pratiques qui sont encore très différenciantes. Parce que tu vois, tout ce qui est principe d'automatiser le build, de builder fréquemment, maintenant tout le courant DevOps c'est approprié ça, et c'est pas original, tu vois. C'est pas un truc qui est hyper différenciant. C'est acté. Tu vois, il y a un bouquin qui s'appelle Accelerate. Bon, bah c'est acté. Plus tu vas être automatisé et livré fréquemment, et plus tu vas aller vite, et mieux tu vas bosser. Enfin, je veux dire, voilà, il y a plus d'ambiguïté sur la question. Mais le binômage et le TDD sont des sujets, pour moi, qui n'appellent pas à discussion, mais qui n'ont pas encore de consensus dans la communauté. Le TDD, c'est nécessaire en extreme programming parce qu'on veut que la release d'après, elle soit construite sur des bases solides, c'est ça? C'est parce que tu vas vite. En extreme programming, tu vas très très vite. Et donc, si tu vas très très vite, tu as besoin que tout soit automatisé, en fait. Oui. Tu as besoin de cycles rapides, et comment tu fais pour avoir un cycle rapide quand, pour savoir si ce que tu fais marche, il te faut 10 minutes, en fait. Si la ligne de code que tu viens d'écrire, s'il te faut plus de 2-3 secondes pour savoir si elle fonctionne, tu vas trop lentement, en fait.
Je te parle même pas d'un plan de recette qui va prendre 4 jours par une équipe. Et, tu vois, c'est juste pas possible en fait. Ça marche pas. Donc le seul moyen, c'est d'aller vite, c'est de tout automatiser. Et ça, voilà, l'extreme programming est très centré là-dessus. Et le TDD, c'est une pratique cœur là-dedans aussi. Tu m'as dit aussi en prépa que l'agilité, ça marche pas si on n'a pas les bonnes compétences, c'est ça? L'agilité sans excellence technique, tu vas juste dans le mur en fait. Ouais. Et c'est ça que tu veux corriger avec Artisan Développeur? Ce que je veux amener avec Artisan Développeur, c'est le goût de l'excellence technique. C'est montrer en quoi l'excellence technique est un chemin d'épanouissement personnel. C'est pas juste pour se la péter et faire style, c'est vraiment quelque chose qui peut être épanouissant. Et là, on en vient à quelque chose qui est assez chimique. Hein. Pour moi, c'est hormonal. Hein. C'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es focus et concentré sur ton travail. Il se passe plein de choses plutôt positives et même ça peut t'amener à ce qu'on appelle le flow, où ça peut intéresser les gens, tout ce qui est état de conscience modifié. T'as pas besoin de prendre de la drogue pour planer. Une bonne séance de code où tu es vraiment hyper concentré sur ce que tu fais, c'est hyper stimulant et gratifiant en fait. Et là, je sais pas ce qui se passe dans la tronche au niveau hormonal. Je sais qu'il y a des choses qui se passent et j'ai lu un peu des choses, donc je suis pas expert du truc, mais il se passe clairement des choses et c'est bon quoi. Et c'est épanouissant et c'est fatigant et à la fin de la journée, tu es fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Ouais. Quand en plus tu es content de ce que tu as fait, tu es fier de ce que tu as fait et que ça a été intense intellectuellement, ben là, tu as de sacrés bons ingrédients pour être heureux dans ce que tu fais, quoi. Je l'ai redécouvert en interviewant des plus juniors, en fait. C'est qu'ils sont extrêmement satisfaits de tout ce qu'ils accomplissent. Et j'ai l'impression que quand tu fais du TDD, à chaque fois que le test passe vert, t'es satisfait. Comme si t'avais mangé un bonbon, tu vois. T'as ton sucre, tu sais, tu dresses les chiens à la récompense. Mais c'est la barre verte, c'est ta petite sucrerie, quoi. Bravo, t'as bien bossé, ta petite tape sur l'épaule, quoi. Et comme tu l'as, toutes les 2 minutes. 10 fois par heure ou 15 fois par heure, tu vois, toutes les 1 à 2 minutes, le temps de coder ton petit bout, d'avancer, de faire un step. Ah ouais, génial, c'est vert. Tu deviens même accro à la barre verte à un moment donné, tu vois. Tu as ce truc du syndrome de la barre verte où tu sais que tu vas passer par une étape rouge, mais dès que la barre verte revient, en plus c'est hyper rassurant en fait. Ce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre avant de l'avoir expérimenté, c'est à quel point quand tu as confiance dans tes tests, c'est rassurant de savoir que ta barre est verte, quoi. C'est dingue. Et donc tu t'enlèves complètement cette espèce de charge cognitive que tu as quand tu codes, de te dire est-ce que je suis pas en train de péter un truc quelque part. Tu vois, c'est comme si tu étais obligé de charger en mémoire toute l'archi, tout le code, tout le machin, pour être sûr que tu sois rien en train de péter. Et ça, toute cette puissance cognitive que tu alloues à ça, bah, tu la libères et tu la consacres uniquement à à résoudre le problème que tu as ici et maintenant. Ça t'aide à te concentrer aussi parce que quand je code, tu sais, si je code pas en TDD du coup, s'il y a une notification ou quoi, je vais peut-être la considérer et revenir à mon code ensuite, tu vois. Alors que quand je fais du TDD, tant que c'est rouge, je ne pense qu'à ça. Mon cerveau, il ne peut pas envisager de quitter son attention de ça. Donc ça m'aide vraiment à me concentrer. J'entends. Je pense que la première chose, ça serait peut-être de couper les notifs d'abord. Mais en dehors de ça, oui, clairement, ça aide. En fait, ce qui est intéressant avec le TDD, c'est que tu construis toi-même, tu décides toi-même de quelle est ta prochaine étape, quel est ton next step. Et du coup, oui, d'avoir une barre rouge, ça te donne une indication très claire et objective de là où tu en es. Si te reste 3 tests à passer, bah il te reste 3 tests à passer. Et quand c'est 0, bah t'as fini l'étape où tu es. C'est done, quoi. Et ce sentiment de voilà, ça c'est fini, même si c'est tout petit, c'est hyper gratifiant en fait. Et quand tu passes ta journée à avoir des petits moments de gratification comme ça, bah en fin de journée, t'es hyper gratifié et t'es hyper content.
quand je suis arrivé sur le marché de l'emploi, il y avait une espèce de... L'agilité on devait être au milieu de la vague, je pense. C'était en quelle année? Et il y avait Tu parles de quelle année là? 2000, de quelle année on parle? On parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne connaissent pas. 2013. 2013, J'ai été diplômé en 2013. Et donc, à cette époque-là, il y avait les boîtes estampillées agilité et les boîtes qui étaient pas agiles, tu vois. Ouais. À l'époque, tu pouvais encore dire que tu étais pas agile et rester droit dans tes bottes, quoi. Et pas te faire jeter des tomates dessus. Et de la boîte où j'ai bossé en premier, le chef de projet qui nous faisait faire des sprint planning le lundi et des démos le vendredi, toutes les semaines, comme ça, tac, 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 machine à laver. Il nous dit au bout d'un moment, l'agilité, c'est un vrai truc qui nous aide à recruter. Parce que lui, il est pas sorti de la boîte depuis 10 ans, donc il se rend pas compte. Il a dit, bah ouais, moi je suis venu parce que c'était une boîte agile. Et on parlait de l'agilité, les développeurs, on en voulait parce que ça nous rendait heureux. Tu vois, est-ce que c'est une intuition? Est-ce que tu saurais la valider avec le recul que tu as plus? De quoi? Le fait que l'agilité rend heureux? Ouais. Ou est-ce qu'on a cru au moins que l'agilité nous rendait heureux? Non, je pense qu'une agilité bien implémentée rend heureux. Oui, ça, il y a pas de doute pour moi, parce qu'il y a l'agilité, il y a une, pour moi, dans ma conception de ce qu'est l'agilité, il y a une très forte autonomie de l'équipe. Tu vois, elle est en autogestion. Il y a une très forte autonomie. Et dès que, tu vois, dans les recettes pour que les gens soient contents, ça c'est un truc dans le management, tu vois, pour que les gens soient contents dans leur boulot, un truc assez classique, c'est tu fixes les objectifs avec eux, et puis tu les laisses atteindre, tu leur donnes les moyens d'atteindre l'objectif, mais tu les laisses décider eux de comment ils vont atteindre l'objectif. Et ça, c'est quelque chose qui est responsabilisant, et qui permet en général aux gens de se sentir impliqués dans ce qu'ils font. Donc dès que tu es impliqué dans ce que tu fais et qu'en plus tu es fier de ce que tu fais, ouais, là tu commences à avoir des trucs assez solides pour être t'éclater dans ton taf, quoi. Maintenant, ça sous-entend de bien le mettre en œuvre. Et ça, j'ai vu encore une fois tellement de contextes qui le mettent en œuvre de travers que ça incite à la prudence. Et c'est là que je te dis qu'aujourd'hui, même les développeurs sont devenus méfiants vis-à-vis de l'agilité. C'est devenu suspect. Donc c'est pour ça que moi, dans mon discours, si tu regardes l'agilité, si tu regardes le podcast, par exemple, j'ai démarré le podcast en parlant du manifeste. Si tu regardes dans les 20 premiers épisodes ou les 40 premiers épisodes, il y en a au moins une dizaine je pense qu'il doit y en avoir 12 d'ailleurs, un par principe pour chaque pratique du manifeste. Aujourd'hui, j'en parle plus de l'agilité. Parce qu'en fait, c'est devenu un gros mot pour plein de gens, pour plein de développeurs. Parce qu'ils ont, tu vois, ça crée une réaction épidermique maintenant. Ce qui est dommage, parce que moi, je connais une implémentation de l'agilité qui est hyper stimulante, quoi. C'est ce que j'ai connu. Mais visiblement, il y a plein d'endroits où c'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. Parce que, en fait, quand c'est mal utilisé l'agilité, au début du sprint, on force les développeurs à s'engager sur plein de choses à livrer, en utilisant des estimations au doigt mouillé qui sont forcément fausses. Et donc on leur fait faire des estimations les plus basses, puis à la fin ils doivent en mettre le plus possible dans le sprint, puis à la fin ils livrent pas, mais c'est de leur faute. Et donc on peut les blâmer pour ça ou leur demander de travailler plus vite. Moi par exemple on m'a dit que je faisais pas des bonnes estimations parce que j'étais trop junior. Et que, du coup on allait écouter que les estimations du senior. Et je suis là en mode oui, mais bon, si c'est lui qui estime toutes les tâches, c'est lui qui les fait tous aussi après. Et ça c'était assez conflictuel les cérémonies. Ouais, mais là dans ce que tu décris, on est typique d'une situation qui sont avec des prédicats et on va dire une manière de réfléchir et un framework, un logiciel qui est ancien en fait. Ouais. C'est la vieille version mise à jour avec un update agile. Et fondamentalement, l'algo, c'est le même, quoi. Ça reste le même mode de fonctionnement. C'est du Scrum dans de l'agile au forfait. Mais c'est surtout un Scrum implémenté de travers, en fait. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe... C'est loin d'être la seule... Oui, le Scrum est une machine à engagement. Et du coup, utilisé par des gens mal intentionnés, ça devient un outil de pression. Ouais. Mais utilisé intelligemment dans un cadre permissif dans lequel tu es en sécurité psychologique, ça devient un levier d'épanouissement. Parce que j'ai l'impression qu'on fixe une date de release, donc la durée du projet elle est fixe, alors qu'avant on allait travailler sur le projet jusqu'à ce qu'il soit bien. Donc on a fixé la date de release, on nous force à rentrer le scope de feature et on est toujours autant d'humains. Et du coup, soit on fait des heures sup, soit on sacrifie la qualité du logiciel dans ce projet-là. Ouais.
Et c'est pour ça qu'à la fin, on n'avait même plus le temps de maintenir l'usine de build. C'est implémenté de travers, quoi. Ouais. Il faut ça veut dire que si il y a plein de boîtes où si le logiciel est pas bien, même si le logiciel est pas bien, à la date qui est précisée au début du projet, on va le release, quoi. Ça veut dire que si on veut release à date fixe, il faut soit rajouter des ressources pour pouvoir gérer les changements de projet et améliorer la qualité, soit soit il faut décaler la date si le logiciel n'est pas suffisamment qualitatif, quoi. Ouais, ou en général, plutôt si on a vraiment une date fixe, l'idée c'est de réduire le scope. C'est d'adapter le scope parce qu'on est capable de sortir à cette date-là. Sauf que, encore, comme dans l'exemple que tu as cité, si réduire le scope n'est pas une option, ben en fait, tu vas introduire des tas de biais qui vont mettre énormément de pression sur l'équipe. Et une pression qui en plus va devenir contre-productive. On peut pas réduire le scope vu qu'il y a un forfait qui est signé sur le scope. Mais oui, non, mais 200, à partir du moment où tu as dit engagement de délai fixe, périmètre d'équipe fixe, budget fixe, périmètre fonctionnel fixe, t'as plus de marge de manœuvre en fait. Oui, puis du coup tu peux pas être agile en fait. Et en fait, tu sais, dans la gestion de projet classique, on te dit qu'il y a une variable d'ajustement qui est la qualité. Mais en fait, c'est la pire des variables d'ajustement parce que non, ce n'est pas une variable d'ajustement parce que dès que tu vas grignoter sur la qualité, tu vas te mettre dans le rouge sur tous les autres indicateurs. Donc, le seul moyen éventuellement d'espérer tenir tout ça, c'est au contraire d'avoir une très bonne qualité et d'avoir un niveau de compétence élevé pour le tenir, quoi. Est-ce que c'est pas possible? Si, c'est possible. Si tu dissocies la dimension commerciale de la dimension technique de réalisation. Mm-hmm. Mais si tu mets pas une paroi étanche entre les deux et que tu transfères la pression qui est commerciale sur l'équipe, tu as juste la recette d'un truc qui est explosif, quoi. Là, tu crées une machine à burn-out, quoi. Comment on fait quand on est candidat pour évaluer si l'entreprise où on va aller, ça va être une machine à burn-out ou pas? Comment on arrive à... Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des red flags, des mots-clés où tu te dis au pif, oula, ça va pas aller loin? Est-ce que c'est des choses que tu as appris à reconnaître et que tu pourrais nous aider nos auditeurs à identifier? Alors moi, tu vois, par exemple, j'ai créé une liste de 7 questions à poser en entretien. Ouais. Pour identifier justement c'est quoi les bons plans. Enfin, c'est pour limiter la casse d'un espèce de guet-apens d'un bon plan carrière, en fait. Et dans ces questions, je les ai plus en tête parce que ça fait un moment que je les ai écrites, mais tu as des questions, alors pour moi, plus tech, parce que c'est plus ça qui va m'intéresser, mais tu vas avoir des questions autour de, par exemple, comment est pris une décision d'architecture. Tu vas avoir des questions sur des questions bêtes, hein. C'est quoi votre repo de code? Parce que alors aujourd'hui, tout le monde est à peu près passé sous Git, mais il y a pas si longtemps que ça, c'était pas encore le cas. Comment tu gères une pull request? Quelle est ta chaîne d'intégration continue? Combien de temps il faut pour setup le projet? En coaching, j'ai quelqu'un qui me dit putain, je comprends pas, je me sens nul. J'ai mis plusieurs jours, plus d'une semaine pour lancer le projet sur sa machine. J'ai dit mais non, c'est pas toi qui es nul. C'est l'entreprise qui a un énorme problème. S'il faut plus de 3 lignes de commande ou plus d'1 heure pour lancer le projet sur ta bécane, c'est l'entreprise qui a un gros problème là. Ouais, je suis assez d'accord. Donc, tu vois, en fait, tu peux poser des questions sur la manière dont les choses sont faites. Tu vois, une question évidemment que je vais poser, c'est quoi votre framework de test en fait? En fait, là derrière, tu poses un espèce d'implicite qui est que c'est normal d'en avoir un. Donc déjà, tu vas filtrer 60% des entreprises. Et ensuite, celles qui te répondront, tu vas vite pouvoir voir est-ce qu'elles te bullshit ou pas, parce que tout le monde écrit des tests unitaires, hein. Mais après, la question qui vient après, c'est ok, et c'est quoi la couverture de code? Et là, tu vois si le mec devient tout blanc, s'il rigole, est-ce qu'il devient agressif à ce moment-là? Est-ce qu'il t'explique que ça sert à rien? Et là, ça te donne plein d'infos. Ouais.
Ça me va. C'est quoi l'ingrédient que tu voudrais mettre dans la recette du bonheur des développeurs aujourd'hui? En fait, on est en train d'écrire un livre avec mes collègues qui s'appellera The Handbook de We Love Devs, et on prend un ingrédient. Tu vois, si on doit te citer dans ce livre-là, quel ingrédient on doit associer absolument à Benoît Gantom? Le premier qui me vient en tête, c'est l'excellence technique. Pour moi, c'est le cœur de la démarche d'un artisan, de l'artisanat logiciel. C'est devenir meilleur chaque jour dans son métier, peaufiner à chaque instant son art, sa manière de faire les choses, prendre du recul. Pour moi, c'est un ingrédient qui est assez majeur en fait. Viser l'excellence dans ce que tu fais. Il faut pas le voir comme tu vois, comme une espèce d'état un peu arrogant, un peu voilà, je suis arrivé quelque part. Pour moi, c'est un chemin en fait. L'excellence est un chemin. Et du coup, c'est nécessaire. On peut pas attendre de l'entreprise qu'elle nous le donne. C'est à nous de nous former. C'est ça la posture d'excellence technique. Alors, ce que tu peux attendre dans l'entreprise, c'est qu'elle te donne un contexte plus ou moins favorable. Ouais. Mais la démarche, elle ne peut être qu'intérieure, elle ne peut être que personnelle. Après, cette démarche, c'est quelque chose qui est naturel. Moi, tu vois, par exemple, chez moi, j'ai une vraie passion pour le code. Tu vois, je code depuis que j'ai 14 ans. C'est une vraie passion. Et j'ai découvert, il y a finalement assez peu de temps, que c'était loin d'être le cas pour tout le monde. Je crois qu'il y a 4-5 ans, je me suis rendu compte, en allant en coaching dans un grand groupe, je me suis rendu compte, je me suis dit, merde, mais en fait, il y a des tas de gens qui viennent là juste pour boucler le mois. C'est un salaire qui paye bien, donc c'est un job qui paye bien, donc les gens viennent, quoi. Et là, je me suis pris un peu une baffe, tu veux. Et je me suis dit, mais comment je vais aider ces gens à se rendre compte que c'est un métier qui peut être passionnant? C'est un métier vraiment où dire la passion, ce que j'ai découvert, c'est que soit tu l'as, soit tu la travailles. Ça peut se construire, en fait. Ça peut se développer, une passion. Et la mécanique, elle est assez simple. C'est, au début, t'es mauvais à un truc, et puis tu t'améliores, et puis tu t'améliores, et puis plus tu t'améliores, plus ça te donne envie de t'améliorer. Meilleur tu es, plus tu prends du plaisir. Et à un moment donné, c'est une espèce de boucle vertueuse qui s'enclenche, et tu finis, ça va assez vite, hein, en quelques semaines, en quelques mois, tu finis à vraiment te prendre au truc et à être passionné par le truc. Ça marche pas pour tout le monde, mais c'est possible en tout cas. Et c'est là que j'ai créé le podcast. Et là, le podcast, c'est vraiment la mission du podcast Artisan Développeur, c'est donner envie aux gens. Donner envie aux gens de creuser, d'aller plus loin, de se poser des questions. Moi, mon plus grand bonheur, c'est quand je reçois des témoignages de gens qui me disent, Benoît, en fait, en écoutant les podcasts, ça m'a donné envie de changer ma vie. Ça a changé ma vie. Parce que j'ai planté la graine, à ce moment-là, j'ai planté la graine de questions qu'ils ont arrosé eux. Hein. Moi, j'amène pas le terreau, j'amène pas l'eau, j'amène pas les nutriments. Ça, c'est leur job de faire ça. Moi, j'amène la graine. Et après, ils se la sont appropriés. Et à un moment donné, ils ont basculé. Ils ont dit, ben, non, en fait, là, je veux plus que ce soit comme ça. À partir de maintenant, mes standards, mes critères, ça va être ça. Et comme on a de la chance d'être dans un métier qui est sous tension et hyper demandé, t'as beaucoup de choix. Pour tout est cool. Écoute, merci beaucoup, Benoît. Pour les gens qui nous écoutent, pensez à participer à l'enquête. Elle nous aide à écrire le livre aussi. Tous les témoignages qu'on reçoit vont nous aider à enrichir le livre. Tu l'avais regardé avant, on a regardé ensemble, Benoît, avant. De quoi, l'enquête? Ouais. Yes. Et donc? Est-ce que c'était intéressant? Qu'est-ce qui a attisé ta curiosité? Dans l'enquête, de voir les métriques, en fait, c'est toujours... moi, j'aime bien ces trucs-là où tu te positionnes, tu regardes de la data. Je trouve que ça te donne de l'info. Ça permet d'affiner sa compréhension du marché, de ce que tu peux faire, de ce que tu peux aller choper. Moi, j'ai vu qu'il y avait dans ton enquête un gars qui gagnait plus de 90K. Ça a tout de suite attrapé mon œil. J'ai juste envie de lui parler et de savoir comment il fait, quoi. Tu peux cliquer et ça va sélectionner tout ce qui va avec, savoir ce qu'il faut vraiment faire, quel techno, etc. Ah non, si je clique dessus, ça filtre tout. Ouais. Oh my godness. Ah oui, trop bien, parce qu'en vrai, les gens se rendent pas compte, on n'arrive pas à comment expliquer dans la page, à dire aux gens cliquer, en fait. On sait pas comment l'expliquer encore. Mais oui, tu peux cliquer, tu vas voir, peut-être qu'il est CTO, peut-être qu'il est développeur, je sais pas, mais tu vas voir la réponse claire de quel techno il utilise au quotidien, quelle région il est.
Bon, déjà, ce qui me décanille, c'est que visiblement, dans ton enquête, il y en a au moins 9 qui ont répondu. Visiblement, ouais, c'est ça, le chiffre, ça a l'air d'être 9. T'as 9 personnes. C'est ouf. Ouais, c'est ouf. Bref, répondez à l'enquête, ça nous aide à poser des questions plus intéressantes pendant les interviews. Ça aide beaucoup de gens parce que le résultat est très actionnable et on va pouvoir faire un compte-rendu à mi-parcours cet été et le livre, on l'écrira en fin de l'année avec les 40 invités du podcast et toutes les réponses de l'enquête. On va synthétiser tout ça dans un livre que vous pourrez mettre sur la table quand vous voulez coder. C'était cool, merci beaucoup Benoît. Merci à toi, Damien. À bientôt. À bientôt, salut.